soi comme à la télé. Merci pour je peux vous dire que tout ça est sincère parce qu'effectivement c'est un marathon, c'est voilà, une sortie de film comme ça c'est compliqué, c'est fatigant mais c'est super. Et donc ils sont venus tous les trois pour vous rencontrer, pour échanger avec vous. Moi je suis une courroie de transmission tout simplement. Et l'idée c'est que vous posiez vos questions, que vous réagissiez et là on peut peut-être même le faire dès à présent tout de suite parce que j'ai l'impression que l'émotion est vivace. Donc il suffit de lever la main pour avoir la possibilité de dire ce qu'on a envie de dire. Mais quel bonheur de voir une salle pleine, nous qui faisons des films pour vous en ce moment. On a tellement besoin, on a tellement envie que vous soyez dans les salles et que les films vous enthousiasment et vous donnent envie d'aller voir des films. Voilà. Mais je ne peux pas résister à vous dire qu'un hasard de la vie fait que Élise, qui est donc la responsable de ce cinéma, figurez-vous que nous nous connaissons depuis 40 ans. Maintenant j'en ai 30 ans. C'est un hasard total. On était enfants tous les deux et on l'est toujours un peu. Mais voilà. Donc c'est en plus très émouvant pour moi que ce soit elle qui nous reçoive. Voilà. Merci Élise. Quel courage d'adapter les illusions perdues, bravo, moi je suis époustouflée, c'est à la hauteur du livre et c'est pas peu dire, puisque moi c'est mon livre préféré. Pourquoi vous avez décidé de le faire? Pourquoi ce livre? À l'origine de ce film. Oui, bien sûr. C'est un livre génial, extraordinaire. La deuxième partie qui s'appelle Un grand homme de province à Paris, puisque Illusion perdue est en 3 parties, celle du milieu s'appelle Un grand homme de province à Paris, ce qui est très ironique de la part de Balzac, puisque le grand homme c'est monsieur. Et donc le film est inspiré de cette deuxième partie. J'ai lu ça quand j'avais une vingtaine d'années, et j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui... J'adorais cette phrase, Paris avait soulevé sa jupe pour montrer au jeune poète, comme un adepte digne d'elle, sa monstrueuse nudité. Et cette idée d'une littérature qui lève le voile sur quelque chose du monde qu'on ne connaît pas, à l'âge où je l'ai lu, c'était quelque chose de très vif. Et je n'ai jamais pensé à une adaptation. Pour moi, c'était du cinéma en lisant. Évidemment, c'est une œuvre littéraire magistrale, du style, de la drôlerie, de la cruauté, puisque vous l'avez lu, de la méchanceté, de l'émotion, l'impression qu'il a compris le monde dans lequel on allait vivre, ou plutôt se perdre. Et voilà, et c'était du cinéma en le lisant. Donc, j'ai fait tous mes films, j'ai vécu avec l'idée qu'un jour, j'espérais qu'on me donnerait la chance de pouvoir faire ce film et de rendre hommage au génie alsacien et à tout ce qu'il y a dans ce livre. Voilà, c'est le film que vous venez de voir. Benjamin. Oh la vache. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Là, on est enfin, le film sort demain. Quel est le souvenir, s'il n'y en avait qu'un, que vous gardez de ce tournage? Parce qu'au fond, moi j'ai entendu Xavier depuis plusieurs semaines et on a l'impression qu'évidemment c'est encore très très frais, c'est comme si c'était hier. Et vous, qu'est-ce qu'il vous reste si vous cherchez comme ça une image, un moment? Il est assez évident, et puis d'ailleurs il n'a pas de... C'est quand t'as joué avec moi. C'est cette scène de billard avec Louis Do où je me suis dit, mais quel acteur! Non, à vous dire la vérité, ce n'est pas la vérité. Il y a cette scène de billard, il y a les revoyures avec Gérard Depardieu, il y a la rencontre avec Vincent Lacoste, il y a tellement de choses. Mais pour donner un petit mot un petit peu émotionnel, il y a tout ce qui s'est passé à la caméra, mais hors caméra avec Jean-François Stévenin, avec qui j'ai passé énormément de ces dernières soirées. Et j'en garderai un souvenir fabuleux. Je suis très heureux d'avoir ce plan où on jette des roses. Et faites-nous un plaisir, faites un tonnerre d'applaudissements pour Stévenin.
la poésie de la présence de Jean-François, qui arrivait avec son perfecto, et je le rappelle, Et sa femme qui l'appelait ma grosse bête. Vraiment un personnage. Et comble de l'émotion, pour moi, il avait été l'assistant de Truffaut, l'acteur de Truffaut, enfin, c'était inouï, c'était une mythologie du cinéma, puis en plus d'un cinéma qui est une aventure, si vous connaissez ses films, vous voyez pourquoi je dis ça, et il n'a pas voulu que je sache qu'il était malade. Et donc, moi je le voyais, il était sur le plateau d'une forme inouïe, d'un enthousiasme total, mais je le voyais débarquer en costume, vous voyez. Et après, bien après le tournage, j'ai appris qu'il y avait des médecins, des ambulances, même 30 secondes avant qu'il arrive sur le tournage. Et il était heureux, et je n'arrivais pas à imaginer qu'il était malade, je ne le savais pas. Enfin, je savais qu'il était fatigué, mais à ce point-là, malade, je ne le savais pas. Et sa famille, ses fils sont venus voir le film il n'y a pas longtemps, et c'était très émouvant. Et voilà, et c'est une chance dans la vie de pouvoir croiser des êtres aussi poétiques, quoi, qui ont consacré leur vie au cinéma, et en plus d'une façon libre et insolente. Donc voilà, gloire à Jean-François. Voilà. Il y a une question. Xavier Giannoli, nous sortons du chaos depuis 1 an et demi. Alors vous nous rendez nos illusions. On les retrouve. C'est à la fois la vie et un rêve. Vous savez, on aperçoit là, le boulevard du crime de Bureau. Et le mime de Bureau dit à Garance, la vie et le rêve, c'est pareil, sinon à quoi bon vivre? D'ailleurs, c'est pas la vie que j'aime, c'est vous. Et ce film est plein de finesse, plein d'amour. Ça fait un bien fou. Et, moi, j'étais extrêmement ému par Benjamin, Voisin, par vous tous. Et puis notre chère Passe-Montagne, effectivement. Voilà, donc c'est vraiment un bonheur parfait. Vous savez le bonheur que c'est de présenter le film ici, c'est qu'en fait le boulevard du crime n'était pas très loin. Et que voilà, c'est monsieur parle en fait de Garance, puisque en fait le film qui a rendu hommage au boulevard du crime, c'est Les Enfants du Paradis. Quand vous reverrez Les Enfants du Paradis, moi je regardais ce premier plan sur le boulevard qui a été tourné au studio de la Victorine pendant la guerre, et c'était avant Haussmann, donc en fait les immeubles ne sont pas à fleurs, et une des grandes difficultés qu'on avait, c'était de pouvoir faire un boulevard qui ne soit pas haussmannien à Paris. Voilà. Et bien évidemment, quand je suis allé même au musée Carnavalet pour chercher des références de Paris, le musée Carnavalet, je vous encourage à y aller, c'est une caverne d'Ali Baba, c'est absolument sublime, tout ce qu'on voit là-bas. Et je cherchais des références visuelles, et à un moment, ils m'ont sorti les références qu'ils avaient montrées à Tronner et à Marcel Carnet pour refaire Les Enfants du Paradis. Et je rêvais, à un moment avant le tournage, de pouvoir sortir un élément de décor qui est justement le mime de Bureau. D'ailleurs, il y a un film de Sacha Guitry qui s'appelle De Bureau, sur le mime avec le visage blanc. Et en fait, on n'a pas pu sortir. Je voulais le filmer, mais voilà. C'est pas une super anecdote d'avoir voulu ne pas l'avoir sorti, mais... Si j'avais dit, on a affrété un camion, non, non, on l'a pas eu. Voilà. On a une autre question. Oui, bonsoir. Moi, j'avais justement une interrogation, puisque vous nous avez dit que ça fait très longtemps que vous aviez envie d'adapter Les Illusions perdues. Comment vous expliquez que justement, là, à peu de distance, il y a eu 2 films d'après Balzac? Donc c'est une question de modernité. Alors on voit très bien, même si on n'imagine pas la Restauration sous cet aspect, plutôt la monarchie de Juillet avec l'affairisme, etc. Alors ça c'est ma première question. Et ma seconde question, c'est à propos du choix de Jeanne Balibar. Est-ce que c'est pas... à partir du moment où elle a joué dans Ne touchez pas à la hache, justement avec Guillaume Depardieu, est-ce que ça n'est pas une bonne liaison et sa manière d'illustrer la Restauration et les femmes sous la Restauration? Voilà. Alors, le hasard balzacien
j'y peux rien. Puis vous savez, tous les calendriers de sortie, comme l'a dit monsieur, ont été redistribués à cause du Covid, etc. Balzac voit naître la matrice du monde moderne, la place que va prendre l'argent. Donc bien évidemment, on est en pleine crise de sens, de société. On est en train de se demander ce qu'il y a à sauver de digne, de beau et d'authentique dans le monde dans lequel on vit. Et Balzac a évidemment été traversé par ces interrogations. Donc finalement, il est... par exemple, quand je dis, vous verrez qu'un jour, peut-être qu'un jour, un banquier rentrera au gouvernement. Oui, mais le banquier Laffitte était au gouvernement à l'époque. Il voit naître la presse commerciale, il voit naître le monde dans lequel on est. C'est bien ça qui électrisait mon projet et mon désir de faire ce film. C'était que quand je lisais le roman, j'avais l'impression que j'allais tendre un miroir de la restauration à l'époque moderne. Voilà, donc ça m'intéressait. Après, votre autre question, c'était sur Balibar. C'est une génie pure. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous avez vu Barbara, le film de Mathieu Amalric. C'est une actrice, c'est un animal mystérieux, fabuleux. Chacune, pour être concret, j'étais en train de visiter le petit théâtre que vous voyez à la fin, qui est un théâtre secret à Compiègne, qui était fermé. Et j'arrive devant le palais, mon téléphone sonne, et c'est Jeanne qui avait lu le scénario, et qui me dit « Oui, Xavier, je voulais juste dire que cette femme aime les oiseaux. » Alors, je lui dis « Ah bon ?» Comme si elle l'avait rencontré. Elle me dit « Oui. » C'est pour ça qu'elle a une tête, à un moment donné, vous avez vu, elle a un chapeau avec une tête d'oiseau, elle a des oiseaux tout le temps. Et donc elle m'a dit, c'est une évidence. Cette femme aime les oiseaux, je voulais juste en informer. Et donc voilà. Et je lui ai dit, bah très bien. Et puis à partir de là, quand j'arrivais sur les décors où elle était, il y avait des cages d'oiseaux, elle avait parlé avec le décorateur, c'est tout ce que vous espérez d'un acteur quand vous êtes metteur en scène. Et quand elle dit, si un jour vous revoyez le film, quand elle lève son verre, quand Dolan dit « Mais la compromission est de tous les siècles, vous ne croyez pas ?» Et elle lève le verre en disant « Heureusement, il y a l'amour. » Et comme une monstresse, comme ça. Et moi, je voyais ça, je sais pas, c'était un peu vulgaire comme expression, mais c'était un feu d'artifice, son apparition dans chaque scène. Et sinon, qu'elle soit dans Rivette, elle est dans tellement d'autres films, de toute façon géniaux, que moi je ne l'ai pas du tout pris parce qu'elle était dans Rivette, je l'ai pris parce que c'est une actrice géniale. Et en plus, dans la vie, mais une femme, d'abord d'une beauté à Venise, son apparition dans cette robe où elle ne pouvait pas s'asseoir. Elle avait dit, la robe est très belle, mais Chanel m'a dit que je ne pouvais pas m'asseoir. Mais si, et tout est en voiture. C'était ça, et voilà. Et tout est toujours poétique et beau avec elle, tout est toujours sophistiqué, étrange, je sais pas, c'est vraiment un être inouï, Jeanne Balibar, voilà. Bonsoir, tout d'abord bravo pour le film, il est vraiment impressionnant et j'espère qu'il va bien marcher. Justement, Xavier Giannoli, vous parliez de Xavier Dolan. Alors le choix, je trouve, de le mettre en voix off est super intéressant. Est-ce que c'est venu dès le départ ou comment? Parce qu'il est acteur plus voix off. J'avais dit que je voulais essayer un truc, je sais pas si ça va marcher, mais ça se trouve ça va l'énerver. Je voulais l'appeler pour la dernière première. Ça se trouve ça va l'exaspérer. Hein. J'essaye ou pas? Hein? Oui. Ça rend les autres jaloux. Tu penses bien que je le fais pour ça? Ah bah oui, mais il n'y a pas de relais. Ah non. Le but, c'est pas de téléphone pendant le film, Xavier. Bah oui, mais alors c'est foireux parce que... Non, en WhatsApp, tu as du Wi-Fi. En WhatsApp, tu peux l'avoir. Alors... Pendant ce temps-là, excusez-moi, posez-moi la question pendant ce temps-là, excusez-moi monsieur. Mais ça m'aurait fait plaisir qu'il soit avec nous pour le dernier. Je vais essayer. En attendant que Xavier Dolan veuille bien répondre, en espérant qu'il capte. Moi aussi, j'ai trouvé ça formidable. J'ai lu Balzac, pareil, il y a 25 ans maintenant. Je suis enseignante de lettres et je me dis que ça peut donner une vraie envie
à des élèves de REP comme les miens d'aller voir ce genre de film. Parce que depuis 1 ou 2 ans, je me lâche au niveau de l'enseignement et je leur montre des films au lieu de leur faire lire trop de livres. Et ils captent beaucoup mieux l'esprit des auteurs. Donc je pense que Balzac passera beaucoup mieux comme ça. Ils ont adoré le colonel Chabert l'année dernière en 4e, Mais avec c'est le pas même mal du Depardieu. tout. Le film d'Angelo, il est pas mal. Les scènes entre Lucchini et Voilà. Depardieu sont Et là, on quelque retrouve chose. la persona de Depardieu qui est extraordinaire. Et j'avais une question, c'était plus sur la musique, parce que vous nous faites un bel anachronisme avec les Indes galantes. Je pense que ça n'a jamais été joué à cette époque-là, mais c'est parfait. Et ça me met dans la lignée du ridicule de Lecomte, dans les films à costume qui vous ont précédé. Et je trouve que le sauvage, à ce moment-là, enfin l'air des sauvages, il est parfait. Parce qu'on a un pur sauvage qui arrive dans ce monde censément civilisé, et pourtant ce sont tous les autres autour qui sont dans une sauvagerie, une civilisation absolue. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment formidable comme scène. Plus Alors, les Schubert et tout ça, toutes les les tubes musiques, de l'époque. toutes les musiques ont été très importantes. Je me suis posé plein de questions. À un moment donné, je me disais, mais est-ce que j'ai le droit de mettre des musiques qui sont postérieures à cette époque? Et c'est une question qui peut vous paraître absurde, mais que je me suis posée. Et j'avais trouvé une thèse sur les musiques de Barry Lyndon, et qu'en fait Kubrick a utilisé... Mais il a utilisé Handel. Voilà. La scène la plus célèbre, c'est quand même la sarabande. La sarabande, voilà. Et en fait, du coup, ça m'a très bien... ça m'a libéré. Et puis, il y a eu un morceau très important qui est celui du générique de début, qui est un morceau qui s'appelle L'Inquiétudine de Vivaldi, donc un morceau baroque, et que Karajan, c'est ça que vous avez entendu, a réorchestré d'une façon symphonique et romantique. Et je me suis dit que j'allais faire pareil, non pas que je m'identifie à Karajan, mais que j'allais réorchestrer l'œuvre. Donc il ne s'agissait pas de trahir la partition, mais d'en livrer une interprétation personnelle. Et toutes ces musiques, pour moi, elles étaient là aussi pour exprimer quelque chose qui était, au fond, quelque chose d'un désir d'élévation du personnage, puisque quand même pour lui, la poésie, la littérature, c'est important dans sa vie. Et que je trouvais que ces musiques, dans le film, rappelaient une espèce d'élan vers la beauté, et vers une forme de transcendance. Il y a du Bach, il y a des choses comme ça. Et qu'en même temps, ils sont cloués au sol par l'avidité, par la trahison, par ces choses-là. Donc la musique a été essentielle pour moi dans l'adaptation. Je pense que je n'aurais pas réussi à adapter le livre si je n'avais pas pensé à toutes ces musiques. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. J'aimerais bien poser Vous êtes prof, c'est ça? Oui. Eh ben, respect absolu. Merci, c'est pas facile. Restez prof. À propos de musicalité, à vous deux les acteurs, quelle musicalité, quel rythme était évident pour vous dans le travail que vous avez fait avec Xavier? Qu'est-ce que vous retenez sur le tournage de cette d'une musicalité, quelle qu'elle soit? Impressionne-nous, vas-y. Alors là. Maintenant, j'ai rien. Tranquillement, toujours, et d'un coup. Voilà, vous allez voir. Ça va venir. Arrêtez. Il attend, et alors après ça explose. Hein. C'est le jeu cocktail. Ils se sont moqués de moi parce que dans un plan, quand je rencontre... le premier plan d'ailleurs, où j'apparais. Quel plan? Il y a Vincent qui arrive, je lui dis, bon, vas-y, toi, machin, frime pas trop. Et après, il y a le contre-champ et je m'en allais dans le cocktail et j'allais lentement, comme on marche dans les cocktails. Et Xavier me disait, mais tu vas très lentement. Je dis, je joue cocktail. Et donc, c'est resté. Et à chaque fois, je faisais un truc, on disait, c'est jeu cocktail. Donc maintenant, j'ai inventé le jeu cocktail, ce qui est quand même pas si facile à faire. Mais alors, on parlait de musique, qui est une sorte de musique d'ailleurs, le jeu cocktail. Mais oui, absolument. Oui, c'est une musique très rare. Et non, mais Xavier, d'abord, c'est très bien écrit. Donc, vous savez, vous avez qu'à vous caler dans le texte et naviguer là-dedans pour essayer d'en sortir, de le révéler un peu plus, quoi, d'en sortir le suc. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est un très bon exemple de jeu cocktail. Oui, non le suc. Petit silence. C'est même une réponse cocktail. Oui. Ça va. Vous développez, on n'a pas le temps, ils ont faim. Si, allons-y, ils n'ont pas faim, ils ont mangé, non, mais ils sont fatigués. moi je connais Xavier depuis 20 ans, pour tout vous dire.
Je l'ai beaucoup nourri à l'époque. C'est vrai? C'est vrai, non, mais il habitait au-dessus de chez moi et moi j'habitais au rez-de-chaussée. Enfin bon, bref, on va pas raconter notre vie. Donc il venait souvent, il arrivait, il disait ça sent bon, j'ai bon, viens. Bref, ça vient de là la musique aussi, de la nourriture. Balzac aimait énormément la nourriture. J'étais sur les nerfs déjà ou pas? Oh, t'as toujours été sur les nerfs. Il m'a demandé, à Venise, il m'a demandé, mais j'étais comme ça à l'époque, je lui ai dit pire. Bon, on va passer aux questions du public. J'ai pas répondu. Non, mais. Si, On est tellement heureux de parler avec vous, donc voilà, nous on est prêts. Merci. Alors déjà, c'était un très bon film, bravo à vous tous. Et là, on a vu cette grande fresque qui est le rise and fall du personnage de Benjamin Rozin. Balzac aurait adoré cette expression. Le rise and fall. Mais en tout cas, en dehors du fait que ce soit adapté de l'œuvre de Balzac, est-ce qu'il y avait cette appréhension de faire un grand film d'époque, en même temps très ambitieux comme ça? Est-ce que vous appréhendiez avant le tournage ce film? Non. Peut-être parce que j'ai tellement passé d'années à y rêver et à y travailler que j'avais une impatience, pas une appréhension. Après, quand vous parlez de Rise and Fall, Balzac, ça s'appelle Splendeur et misère, en fait, des courtisanes, qui est le roman d'après Illusion perdue. Mais vous savez, quand vous voyez un film comme Wall Street, par exemple, d'Oliver Stone, que moi je trouve dément, vous avez un jeune Rubempré, vous avez un Vautrin, qui est le personnage de Gordon Gekko, vous avez la haute société, qui est le personnage de Terence Stamp, vous avez une nouvelle économie, qui est la finance déculpabilisée, avec cette scène géniale où il dit « Greed is good ». Et Balzac aurait beaucoup aimé, à mon avis d'ailleurs, Oliver Stone, je crois que sa mère est française, il a à l'évidence lu Balzac et compris quelque chose de ça. Il y avait une nécessité pour moi à faire ce film. Donc à partir de là, tout ce qui est de l'ordre de l'appréhension, de toutes les façons on y va, on se jette dans ce projet totalement démesuré, irresponsable, et voilà quoi. C'est pas raisonnable, c'est pour ça qu'il faut le faire. Mais on n'avait pas tellement l'impression de faire un film en costume. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de liberté, on habitait le costume, enfin moi, beaucoup moins que toi, mais j'avais le sentiment qu'on faisait un film comme un film de Scorsese, avec des mafieux, on a des trucs, on dealait des trucs, on est un costume ou pas, ça change rien, quoi. Benjamin, pardon, même sentiment? Du costume? Bah oui, puisque... Non, je le sentais beaucoup. Après, oui, je le trouvais très différent de ce que je mettais d'habitude. Moi, je m'habille comme ça tous les jours. Oui, c'est ça aussi. Guido met des mêmes chemisettes. J'ai déjà vu chez lui avec des choses qui arrivent. Et juste chaud, mais à part ça. Non, le costume, ça a été exceptionnel. Il faut souligner le travail de Pierre-Jean Larocque. Vous pouvez regarder un peu tout ce qu'il a fait, c'est absolument génial. Dès qu'il a travaillé dans un film, il l'a sublimé. Et moi, pour le personnage que vous avez vu, on a quand même fait tout un travail où je suis arrivé les 2-3 mois précédant le film dans son studio, et on a commencé à travailler costume par costume pour qu'il y ait une évolution dans le personnage, ce qui fait que à la fin, par exemple, j'avais le costume tendu, j'avais même pas besoin de jouer l'assurance, elle était imposée par le costume, et au début c'était beaucoup plus lâche, donc je pouvais me permettre de laisser le corps tomber. Donc voilà, moi j'aime bien le côté acteur technique, utiliser ce que font les autres sur un plateau. C'est quand même tout un truc collectif qu'on fait. Quand je disais ça, c'est pas pour sous-estimer les costumes, oui. C'est juste pour parler de la manière dont on jouait avec. Voilà, et puis il y avait surtout une ambition qui était la reconstitution avec une exigence de précision obsessionnelle. Voilà. Il y avait cette idée de fabriquer les costumes, de les dessiner. Donc c'est un des grands bonheurs quand on fait ce genre de film et qu'on est metteur en scène, c'est que d'un coup, il faut créer un monde. Voilà. Il faut par exemple, de détails concrets. Un jour, il me raconte que beaucoup des hommes qui rentraient dans la haute société d'une soirée à l'opéra avaient de la cire sur l'épaule à cause des bougies, des lustres.
et que c'était un problème de récupérer la cire sur un costume de soirée, et que les femmes en deuil avaient un petit macaron avec dessiné sur un ruban comme ça, sur leur ceinture, sur leur robe, le visage de... On les voit pas dans le film, et pourtant elles l'ont toutes. Enfin toutes, non, celles qui ont... Et c'était la façon de tenir un mouchoir, de choisir ce mouchoir, ses coiffures. C'est un des grands bonheurs du cinéma où quelque chose de la poésie, de ce qu'on fait, de la mise en scène, devient extraordinairement précis et concret dans la reconstitution. Et moi, je voulais rendre hommage à travers les costumes, à travers les étoffes, le maintien, les gestes, les regards, les coiffures, à quelque chose de la magnificence française. Évidemment, à travers de la langue, cette qualité de langage. C'était quelque chose qui nous animait dès le départ dans le projet, qui était rendre hommage à ce que la France peut avoir de beau, de grand et d'unique. Voilà. Balzac nous y aide beaucoup. On a une autre question, Élise ou pas? Oui, absolument. Bonsoir. Je voulais dire que j'ai pas encore lu Balzac, mais c'était prévu de voir le film, ça m'a vraiment donné envie. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez travaillé avec la maison de Balzac pour le film ou pas? Oui. Alors, dans la maison de Balzac, il y a une créature extraordinairement émouvante et poétique, une dame qui s'appelle Anne-Marie Baron, et qui est la présidente, je crois, de la Fondation des Amis de Balzac. En tout cas, vous avez le musée Balzac qui est rue Renoir, dans le 16e arrondissement, où il s'appelait Monsieur Brogniol, parce qu'il avait peur des huissiers, et on voit son bureau, et en voyant son bureau qui est tout petit, on voit qu'il écrivait sans fiche. Vous imaginez 4000 personnages dans la tête sans fiche. Enfin, c'est un personnage... Moi, je vous encourage à aller trouver des biographies. C'est un personnage tellement touchant, abandonné par ses parents, seul au monde, l'enfant qu'on n'a pas aimé, qui se réfugie dans les livres, qui va être martyrisé par les femmes toute sa vie, qui va... Bon. Et donc voilà, après, oui, on est allé là-bas. Moi, j'allais dans cet endroit. En plus, je suis assez fétichiste. C'est assez émouvant de voir son fauteuil, de savoir qu'il vivait là, c'est comme être en dehors de Paris. Hein. Mais vous pouvez y aller, hein, le musée est super. Hein. Il y a un super salon de thé en plus. Et on voit, bah oui, qui s'appelle Rose Bacri, et qui est dément, et on voit des choses extraordinaires. On voit sa cafetière. Alors le café qu'il buvait, c'était pas du tout le café que nous on connaît, d'après ce que j'ai compris et que les Balsaciens m'ont expliqué, ça ressemblait à du café turc, qui était extraordinairement caféiné. Et en fait, c'était comme prendre des amphétamines. À mon avis, s'il avait pu prendre des amphétamines, il aurait pris ça, parce qu'il écrivait toute la nuit. Et là où Flaubert est content quand il fait une page dans la semaine, lui en faisait 22 dans la nuit. Alors c'est pas le même style d'écriture, ce n'est pas la même recherche, mais c'est un personnage extraordinairement attachant et touchant, Honoré de Balzac. Mais vraiment, il y a un livre qui s'appelle Le Dé, c'est vraiment ça, c'est un torrent d'inspiration, de personnages, c'est une écriture, quand vous allez découvrir ça, c'est une écriture d'une générosité inouïe. Et si vous lisez Le Père Goriot, par exemple, ben voilà, il y a des leçons de vie entre Vautrin et Rastignac qui sont géniales, et moi je pense que ça change une vie. Bon, en tout cas, ça a changé la mienne de lire Balzac. Et après, il a laissé une empreinte sur le 19e siècle et sur le 20e siècle. Par exemple, tous les grands, Bret Easton Ellis ou Philippe Roth, tout le monde s'agenouille devant le génie balsacien. Parce que c'est un écrivain généreux, en plus, c'est ça qui est formidable. C'est cette espèce de torrent d'inspiration. Voilà, c'est très... vous verrez, et vous allez rire en plus. C'est très drôle, Balzac. Il est méchant. Bonsoir, je voulais vous demander dans quelle mesure votre film fait écho ou est-il une mise en abîme de la manière de promouvoir les livres dans le film qu'on vient de voir? Vous voulez parler par rapport à aujourd'hui? Quel écho? Oui, bah, évidemment, quand Dolan, d'ailleurs il est génial dans cette scène, je trouve, quand il dit « mais comment je fais sans polémique? Comment on fait aujourd'hui pour vendre un livre sans polémique ?» Moi je pense que Balzac, la scène essentielle, qui n'est pas exactement comme cela dans le roman, qui est la scène de la leçon de critique, où on voit un pur jeu de style et d'esprit, très français d'ailleurs, où on peut dire une chose et son contraire,
avec la même conviction. D'ailleurs, j'espérais qu'un critique à la sortie du film lui-même ferait une éloge et une insulte en signant. Ça m'aurait beaucoup plu comme papier, mais bon, voilà, il n'a pas fait. Mais ça va venir, t'inquiète, ça va venir. je sais pas. Oui, ça aurait été drôle, non, de faire ça. Mais à la fin de cette séquence, Benjamin dit, d'ailleurs il le dit génialement, je ne sais même plus si je trouve le livre bon ou mauvais. Moi, je pense que tout le projet d'Illusion perdue est dans la question que vous posez, qui est est-ce que dans un tel monde, livré à l'obsession du profit, du buzz, de ce qui vend, de la valeur marchande, on va encore être capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. Quelle est au fond la place que va avoir la signification, le sens d'une œuvre dans un monde livré à la commercialisation de la littérature. Voilà. Et lui était obsédé, il a fait ses propres imprimeries, ça n'a pas marché, il a planté des ananas, c'est pour ça qu'il y a de l'ananas tout le temps, c'est parce qu'il a fait des plantations d'ananas à Saint-Cloud, je crois, et ça a été une catastrophe. Comme Depardieu, il a fait il a passé son temps à vouloir faire des affaires, voilà, et il avait cet appétit de vie. Et voilà. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est que, pour finir, au moment où beaucoup de la fiction se déplace sur des plateformes californiennes cotées en bourse, ce qui est un enjeu pour moi de civilisation en ce moment gigantesque, c'est pas par hasard que je fais ce film-là maintenant aussi, cette idée que la valeur marchande n'est pas tout d'une œuvre, elle me semblait importante à faire circuler dans un film aujourd'hui. Voilà. Oui, bonsoir, merci pour le film. Je suis le président de Netflix, il est là. J'ai une question un petit peu sur le même sujet, là, des critiques, puisque le film parle beaucoup des critiques, du pouvoir de la critique et des façons de faire. Donc ma question c'est, est-ce que ces pratiques ont toujours cours actuellement, et est-ce que la référence au masque et la plume, c'est pour influencer les critiques? Je suis tellement heureux que vous l'ayez vu, la référence au masque et la plume. C'était M. Lovs qui nous en a parlé. Quand il y a le singe, non, les critiques ne sont pas achetables, ne sont pas achetées, enfin pas que je sache, en tout cas. Maintenant que la presse soit devenue commerciale et soit dépendante de la publicité, ben oui. Maintenant que la liberté de votre opinion, quand vous l'exprimez sur Twitter, soit entrecoupée d'annonces publicitaires, ben oui. Donc cette tension entre, on va dire, le marché, la financiarisation du monde et l'opinion, elle est plus que jamais un enjeu. Maintenant, cette corruption de la presse, elle correspond chez Balzac à un moment très précis qui est comparable à l'essor d'une nouvelle économie, qui est l'irruption des petits journaux, comme on disait à l'époque, qui vont monnayer leur influence. Mais Balzac, je crois qu'il veut prendre ce mouvement de corruption de la critique dans un mouvement de corruption générale du monde à cette époque. Il termine son roman Un grand homme de province à Paris sur la vision, c'est vraiment une vision d'ailleurs, d'une prostituée. Donc l'argent est là, tout le temps. On prend une dernière question? Oui. Bonsoir. Bravo d'abord, parce que ce film me fait immédiatement penser au Temps d'innocence de Scorsese ou à Barry Lyndon, donc voilà. Donc on est en bonne compagnie. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un cinéma qui soit à la fois populaire et exigeant? Parce qu'on est en plein dans ce sujet. Est-ce que c'est un vrai enjeu pour le futur, d'arriver à concilier des exigences et en même temps de remplir des salles? Alors, pour rajouter une référence aux deux prestigieux noms de cinéastes dont les films m'obsèdent, évidemment. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais Barry Lyndon, j'imagine que vous l'avez vu, ceux qui ne l'ont pas vu ont de la chance de le découvrir. C'est écrit par un romancier qui s'appelle Thackeray, et qui était un grand admirateur de Balzac, et qui est un contemporain des Illusions perdues. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit dans Barry Lyndon? C'est un bourgeois, matérialiste, cynique, qui va, d'une certaine façon, partir à l'assaut, détruire, menacer de détruire une grande famille de nobles irlandais,
Et Thackeray, comme Balzac, voit un basculement de civilisation, même si ça se termine en 1789 par Lyndon, donc 30 ans avant Illusion perdue. Mais en tout cas, il voit la même chose. Je pense que ces auteurs voient la même chose. Maintenant, la question du populaire moi, c'est une question, pour moi, je ne peux que vous répondre moi, que je ne me suis jamais posée. Je ne crois pas, puisque vous citez Martin Scorsese, qu'il se demande s'il est un auteur populaire ou radical. Il fait des films, et que John Huston faisait des films, et que moi, de la plupart des cinéastes que j'aime, cette problématique. Alors, je vais faire un film populaire ou je vais faire un film... Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas un calcul, c'est simplement un instinct. Et je pense que le grand cinéma se fait comme ça. Je pense que Clint Eastwood, il ne se pose pas cette question non plus. Enfin, les exemples... Mais ce qui est intéressant quand même, pour finir, quand vous parlez de quelqu'un comme Kubrick, qui est vraiment génial, Barry Lyndon, c'est vraiment un film inouï, ou Scorsese, ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est d'être des marginaux au centre du système. Voilà, ça veut dire que Kubrick faisait tous ses films avec la Warner Bros, je crois, jusqu'à la fin, et donc on ne peut pas faire plus le système, c'est les studios, et en même temps avec une radicalité. Et ce qui m'intéressait en adaptant Balzac, c'est que le cinéma, c'est l'art impur par excellence, puisque c'est un art dépendant de l'argent. Et donc adapter Balzac en cherchant à prolonger son geste ou à exprimer quelque chose avec un art à ce point-là dépendant de l'argent et de l'industrie, c'était déjà Balzac. Donc c'était cohérent. Voilà, j'espère. Dernière question à nos deux acteurs. J'aimerais savoir si l'un et l'autre, vous aviez l'impression de participer, j'imagine que oui, à un film engagé. Quelle était la dimension de l'engagement que vous perceviez tout au long du tournage? Engagé ou pas engagé? Je fais un double micro. Non mais attendez, moi je commence à peine ce métier. Il y avait absolument rien engagé. Moi j'ai simplement essayé de répondre aux responsabilités du rôle, c'est-à-dire essayer de faire passer l'émotion et la poésie de ce personnage. Alors ça a été ma seule petite cause. Non, si jamais je devais me dire que je faisais des films engagés, ou non, juste comme ça, je laisse cette pression au réalisateur. Peut-être l'engagement est un mot un peu fort, mais l'ampleur du propos quand même, l'ampleur du développement de tout ce qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent. Ben ça, comme j'ai été, j'ai beaucoup écouté tout le temps Xavier, j'étais à peu près tout le temps d'accord aussi, et je me suis dit, bon bah très bien, allez, je vais être ton allié. C'est comme vous aviez dit, on pense pas comme ça. Vous savez, c'est un artisanat, faire un film, même jouer, donc on est là à essayer de dire la phrase le mieux possible, dans le tempo le plus juste, au moment le mieux, à la meilleure place, et surtout pas calculer quoi que ce soit, on essaie de faire la bonne chose. Il est là, Dolan. Excuse-moi, mais vous savez, il ne va pas répondre, je crois qu'il tourne, mais comme ça, il va entendre les derniers applaudissements. Je vais mettre, vous allez entendre sa voix, et on va lui laisser les applaudissements. Attendez. À la tonalité, veuillez enregistrer votre message. Oui, Xavier. Appuyez sur le piège pour obtenir plus Oui, Xavier, c'est Xavier. Je suis à une avant-première, qui est notre dernière avant-première, et le public voulait te laisser un message d'applaudissement. Donc je te les passe. Voilà, on t'embrasse. C'est quoi le tournage? Pardon? C'est quoi son tournage? Il fait une série. Et vos projets? Alors moi, mes projets... Allez, les projets de chacun, et ensuite on se quitte sur cette belle note. Là, je tourne une série pour Canal+. C'est la première fois que je fais ça. Non, pour Canal+. Et oui, pour Canal+, je le répète, pour Canal+. Comme l'argent n'est pas facile, je les appelle Canal+, ou moins. Mais, pas mal.
Mais non, mais tout va bien, on va faire la série, voilà. Et donc je fais ça, voilà. Et toi, c'est quoi tes projets? Moi, j'ai 2 films à sortir, dont le film d'André Téchiné, puis je vais me laisser un peu de temps. Il y a des choses dont je ne peux pas parler tout de suite. Et sinon, non, alors sinon, le prochain vrai projet, je vais essayer de jouer un monologue au théâtre, tout prochainement, dans l'année prochaine. Faut que je choisisse, j'ai une carte blanche, alors du coup, je lis beaucoup en ce moment. Si vous avez des idées, je vous écoute. Et j'attends que Louis-Do me propose un film. Mais justement, Louis-Do, son projet, c'est un film qu'il va vous proposer. Parce que Louis-Do, il a l'air comme ça, mais je ne sais pas si vous avez vu ses films, mais il est metteur en scène. Il a l'air comme ça. Mais oui, il a l'air de quoi comme ça. Mais non, parce que c'est-à-dire quoi, il a l'air comme ça. Il y a un côté. Je travaille tout le temps. Mais ses films sont admirables et voilà, et je vous encourage à voir ses films comme metteur en scène. C'est pas du tout populaire, mais c'est un autre problème. Non, moi j'ai rien à faire. Et d'ailleurs, je me désespère. Si je vais en Corée tourner 2 jours. Tu vas voyager plus longtemps. Ouais, beaucoup plus longtemps. Je vais voyager 2 jours et tourner 2 jours. Oui, j'ai une vie horrible. Et j'ai rien à faire, je cherche du travail d'ailleurs. Alors autrement dit, si vous avez des projets à proposer à Louis-Do, n'hésitez pas. Des projets, j'en ai plein, hein, cela dit, mais bon, c'est long, vous savez. Mais merci de votre accueil et on est heureux de